Et dans le cadre de cette affaire-là, on sait que vous avez été constitué pour la défense de M. Keïta, qui est le fils de l'ancien président de la République. Est-ce que dans le cas d'espèce et dans le cas Karim, si on peut l'appeler comme ça, ou le cas Birama Touré, en fonction de la position dans laquelle on se trouve, est opportune? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une plainte qui était portée contre X et qui finalement a été ramenée à sa personne, ou c'est une plainte qui était dirigée directement envers lui? Donc, si vous voulez, vous pouvez répondre après, et on peut continuer sur ce point-là, ou vous pouvez peut-être faire une petite parenthèse, et puis ensuite, on va revenir au sujet principal. Je savais que cette question aurait été inévitable. Vous savez, je suis un ami de la famille de Karim Keïta, ce que je considère franchement comme un privilège. J'ai connu cette famille il y a plus de 45 ans. J'ai connu le président Ibeka, je connais son épouse, la sœur de son épouse Fatmata Fatou Maïga, pharmacienne, docteur pharmacienne, avec laquelle j'ai passé quelques années à l'université de Paris-Nanterre. Et je suis un ami de la famille. Donc j'ai accepté de défendre Karim, qui, de mon point de vue, est injustement mis en cause dans cette affaire-là. Pourquoi injustement? Je le dis, j'arrive. Pour qui connaît cette famille, l'ascendance de Karim, tant maternelle que paternelle, c'est une famille policée. C'est pas des gens des assassins. Vous savez, on ne devient pas assassin comme ça, sans faire de criminologie. Il y a quand même des prédestinations, des origines qui vous prédestinent à certains actes. Karim n'est pas de cette souche-là, n'est pas de cette souche-là. Mais en plus, vous vous souvenez qu'au même moment où on accusait Karim d'avoir ordonné, je ne sais pas, d'avoir été le cerveau de l'enlèvement de ce journaliste, sa disparition, puis son assassinat prétendu, parce que jusqu'à présent, on ne peut véritablement pas parler d'assassinat, puisqu'on n'a pas retrouvé de corps juridiquement. C'est un peu compliqué. Mais vous vous souvenez qu'on avait dit que c'était Ibeka qui avait enlevé Kontao du Haut Conseil islamique, qui avait été enlevé par des djihadistes, des terroristes, puis retrouvé. Ensuite, on avait dit, et ceux qui accusent Karim aujourd'hui, le même journal, avait écrit que c'est Ibeka qui avait enlevé Soumaïla Cissé et qu'on avait repéré le signal de son téléphone à Sévininkoro. Dieu merci. Dieu merci. Soumaïla a été retrouvé, paix à son âme aujourd'hui, mais à l'époque, il a été retrouvé dans des conditions qui blanchissaient totalement Ibeka. Imaginez si Soumaïla n'avait pas été libéré avec Sophie Petronin, cette otage française qui avait été enlevée depuis près de 5 ans. On aurait dit qu'on l'a exhumé d'un puits à Sévininkoro chez Ibeka. C'était évident. Mais Dieu a rendu sa justice cette fois-ci. Donc, quelle crédibilité accorder à des accusations pareilles, disant que Karim aurait participé à l'enlèvement, à la séquestration, à la sécurité d'État de ce journaliste, pour quelle raison? Qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais rencontré. Il n'avait aucune raison d'ordonner des actes pareils. Bon, je ne sais pas ce qui est dans le dossier. Je me suis présenté chez le juge d'instruction pour lui remettre ma lettre de constitution et demander, comme cela se doit, d'avoir accès au dossier, à défaut d'en avoir copie. Il ne m'a pas autorisé. Parce que, selon lui, il n'a pas inculpé Karim. Ce sont les propos du juge, il ne l'a pas inculpé, il veut simplement l'entendre. Mais de mon point de vue, dès lors que vous lancez un mandat d'arrêt contre quelqu'un, automatiquement, en tout cas en droit français, il est mis en examen. Le mandat d'arrêt. Cette affaire de mandat d'arrêt est vraie. Le juge l'a confirmé. Okay. Il a émis un mandat d'arrêt international qui a été envoyé à Interpol pour exécution. Le procureur l'a dit, je pense. J'ai entendu le procureur de la commune 4 qui l'a confirmé. Mais le mandat suppose une inculpation. L'article
je pense que c'est l'article 114 de notre code de procédure qui dit que le mandat d'arrêt est délivré et l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le faire remettre, de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où il sera détenu. Et l'article 115 précise que le mandat indique la nature de l'inculpation et les textes de loi applicables. Donc, dès lors que vous faites un mandat, ça veut dire forcément que la personne est inculpée. Et lorsqu'elle est inculpée, qu'il soit là ou pas, ses conseils ont un droit d'accès au dossier parce que le juge, il instruit à charge et à décharge. Et l'avocat a le droit de demander au juge de faire des actes, de lui apporter des éléments qui disculpent son client. Mais si je n'ai pas accès au dossier, comment je vais le faire? Donc j'ai une différence de conception de la procédure napoléonienne avec ce juge d'instruction qui me dit, de toute façon, il n'a pas inculpé, il veut entendre Karim. Je l'ai suggéré dans ce cas-là d'envoyer simplement une commission rogatoire à Abidjan à l'effet d'entendre Karim. Et à défaut, lui-même peut se déplacer avec le procureur pour aller à Abidjan entendre Karim. Parce qu'aujourd'hui, en tant que conseil, avocat, je ne conseillerais pas à Karim de rentrer au Mali. Il n'a pas quitté le Mali pour cette affaire-là. Tout le monde le sait. On sait dans quelles conditions il a quitté. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut garantir que Karim peut revenir en toute sécurité au Mali? Le journaliste qui l'accuse depuis des années s'est fait délivrer un titre de réfugié politique en France. Et aujourd'hui encore, il refuse de venir au Mali pour se faire entendre. Et vous croyez qu'il est plus exposé que Karim? Il a moins de risques à venir au Mali il a plus de risques que Karim à venir au Mali? Non, je ne crois pas. Donc, toute personne de bonne foi devrait comprendre que dans le contexte actuel, je ne dis même pas qu'il n'a rien à craindre des autorités, parce qu'il n'y a pas d'autres poursuites. Mais simplement, le contexte dans lequel tout ça s'est passé n'est pas très favorable pour que Karim vienne aujourd'hui répondre devant la justice. Dans une affaire où aucun élément, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ne vient objectivement corroborer sa participation. Plus d'ailleurs que ça, je vous invite à aller sur Internet. Vous tapez le nom du colonel Cheikh Oumar Ndiaye. Moi, quelqu'un me l'a dit, j'ai été sur Google, c'est pas trop... excuse-moi, c'est pas trop mon truc, mais j'ai quand même été, tout de suite en venant ici, j'ai fait l'exercice, j'ai mis colonel Cheikh Oumar Ndiaye, et puis je suis tombé sur le témoignage de ce colonel, qu'on prétend avoir donné l'ordre ou que c'est lui-même qui aurait tué ce journaliste. Et il fait un témoignage dans lequel il dit qu'au moment où le journaliste a été enlevé, il était à l'école de guerre de Paris. Il n'était même pas au Mali. Ensuite, il dit, on affirme que Birama a été détenu à la sécurité d'État par 2 ou 3 personnes qui ont témoigné qu'il a été torturé puis tué. Et le colonel Ndiaye dit que ces 2 personnes ont été détenues non pas à la sécurité d'État, mais au camp de la gendarmerie. Et ça en 2015, avant que lui-même ne quitte le Mali et avant que Birama ne soit enlevé en 2016. Voilà un témoignage capital que je prends sur le net, qui est sur le net, que tout le monde peut aller vérifier. Donc, dans ces conditions-là, si vraiment c'est pour demander à Karim, si c'est pour l'entendre comme témoin, on n'a pas besoin de mandat. Contre un témoin, on ne fait pas de mandat d'arrêt. On fait peut-être un mandat d'amener s'il refuse de venir, ce qui n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, il peut être entendu comme témoin par une commission rogatoire internationale. Donc aujourd'hui, moi j'ai dit sereinement que Karim, dans cette affaire-là, affirme qu'il n'a absolument rien à voir avec ce dossier, avec cette affaire, ni de près, ni de loin. Il ne connaît pas le Birama, il ne l'a jamais eu affaire avec lui. Pourquoi aurait-il ordonné qu'il soit tué par la sécurité d'État?
Est-ce qu'il avait le pouvoir d'ailleurs à l'époque d'ordonner aux officiers de la sécurité d'État? Je pense que c'est un peu aussi une insulte à nos institutions. Comment là, même si Karim était le fils du président, comment aurait-il pu institutionnellement donner des instructions à la sécurité d'État, des officiers supérieurs, d'arrêter un journaliste, de le torturer, de le tuer? Bon, même si c'était le cas, tout de même on n'a pas de preuves, et puis la responsabilité aurait été certainement aussi partagée avec éventuellement les personnes de la sécurité d'État peut-être en question. Mais sans peut-être que vous nous livrez votre stratégie de défense dans les détails, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'on aurait peut-être pu lui reprocher d'autres choses par rapport au régime, mais que cela ressemble plus à peut-être un règlement de compte ou à, entre guillemets, une chasse aux sorcières, parce que même Kaojim, qui est censé être un fervent du M5 et qui a maintenant sa propre association politique, il me semble, a affirmé sur une radio, je pense avoir vu ça, qu'il pense que ce n'était peut-être pas le bon moment et que ce n'était pas forcément la chose la plus urgente. Donc est-ce que derrière, vous pensez qu'il y a peut-être aussi une question politique plus qu'une question juridique qui entraîne peut-être en gros un effet d'annonce, un effet de sensation, le fait que c'est Karim Keïta, pour qu'on s'y intéresse un peu? C'est moi, j'aime pas faire les procès d'intention. Franchement, je suis un professionnel, je suis un avocat, j'ai un dossier, je m'en tiens, même si je n'ai pas encore eu accès au dossier, je m'en tiens au dossier. Vraiment, ce qui peut motiver X ou Y, franchement, c'est le dernier de mes soucis. D'accord. Maintenant, ce qu'en pense aussi X ou Y, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de défendre efficacement et Karim aujourd'hui dans ce dossier, où encore j'affirme que jusqu'à preuve du contraire, il n'a absolument rien à voir avec cette affaire. Maintenant, ce que je peux ajouter, c'est que le mandat d'arrêt étant émis à l'international, j'ai mon confrère Marcel Sekaldi du barreau de Paris qui a été aussi constitué par Karim et qui va saisir Interpol, qui va leur donner les éléments qui sont à notre possession pour dire à Interpol que ce mandat ne devrait pas être légalement, parce qu'au moins en France, il y a quand même une légalité. S'il n'est pas inculpé, on ne peut pas lancer de mandat d'arrêt contre lui. Donc moi, j'ai déjà informé mon confrère Marcel Sekardi que le juge malien me refuse l'accès au dossier au motif que Karim n'est pas inculpé. Donc dans les jours à venir, il va saisir Interpol à Paris pour leur dire, pour d'abord vérifier est-ce que le mandat leur est arrivé, et dire que quelqu'un qui n'est pas inculpé ne peut pas faire l'objet d'un mandat d'arrêt. Donc nous nous opposons à l'exécution de ce mandat. Et il fera évidemment les procédures qu'il faut en France pour que ce mandat ne soit pas exécuté. Non pas que nous avons peur ou nous avons une défiance quelconque par rapport à la justice malienne, mais encore une fois, tout simplement pour les conditions de sécurité aujourd'hui que tout homme honnête devrait accepter et reconnaître, pas vis-à-vis encore une fois des autorités, mais de l'atmosphère générale, les conditions dans lesquelles Karim a quitté, on le sait très bien. Aujourd'hui qu'il revienne face à une certaine vindicte que vous venez vous-même d'évoquer, moi je vous en laisse la responsabilité, mais ce qui est certain, il y a un environnement hostile qui ne lui permet pas aujourd'hui de venir et affronter sereinement la justice de son pays. Si c'est pour l'entendre, il y a d'autres moyens juridiques, d'autres moyens de procédure qui le permettent, et c'est ce que nous suggérons au juge d'instruction.